Imaginez un instant que TVL atteigne la taille d'un BFM, d'un TF1 ou de France 2. Le scandale d'État de la gestion sanitaire aurait fait la une et aurait livré son lot de mensonges éhontés. Imaginez. Le scandale d'État McKinsey aurait fait la une et aurait été pleinement connu des Français avant qu'ils se prononcent dans les urnes. Imaginez. Pour mettre TV Liberté au sommet donc de l'information, pour que TV Liberté touche donc tous les Français, il est nécessaire que les donateurs et les téléspectateurs ne relâchent pas leurs efforts. Nous les sollicitons à nouveau aujourd'hui. Notre appel aux dons doit permettre d'amplifier l'action de TV Liberté, d'équilibrer notre budget annuel, de prendre en compte les mois d'été où les rentrées financières se raréfient et surtout de soutenir les actions de développement des prochaines semaines. La priorité est en effet la refonte complète de notre site internet. Notre mission est claire, nos objectifs sont tracés. Participer à la grande aventure de la presse alternative en nous soutenant financièrement. Imaginez un instant que TVL ait la puissance de France 2, TF1 ou BFM. Aidez-nous par un don utile contre le parti des médias. Contre ce parti des médias, prenez le parti des libertés. Aidez TV Liberté. Vous êtes bien, vous êtes vraiment bien, vous êtes très bien sur TV Liberté. Non, contrairement à ce qui a été affirmé lors de la dernière émission par notre ami Patrick Luzinski, je n'étais ni en Transnistrie ni en Ukraine, je suis assez peu voyageur, j'étais simplement en Malaisie sur les traces d'Errol Flynn. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Plus d'éléments. Aujourd'hui, un sommaire assez chargé, assez riche, pour présenter le numéro, je ne sais plus quel numéro c'est, 196 de Éléments. Je me tourne vers mes invités, vous allez être très surpris car ils sont nouveaux. J'ai à ma gauche notre ami François Bousquet, directeur de la Nouvelle Librairie, un des directeurs de la Nouvelle Librairie, rédacteur en chef de notre revue. Vous allez nous parler, nous verrons par la suite. J'ai le plaisir d'accueillir un nouveau participant à notre émission, Rodolphe Cart. Est-ce que je le prononce bien? Cart. Rodolphe Cart, qui vous commencez depuis quelques numéros et surtout sur notre blog à collaborer à notre revue. Bienvenue, sur notre site, pardon. Bienvenue à Plus d'éléments et nous allons vous écouter. Et j'ai à ma droite Patrick Luzinski. Bonjour Olivier. Directeur artistique d'Éléments, et Christophe André Lafosse Maximus, en toute discrétion. Christophe, voilà. Alors, je le disais, sommaire très chargé, nous allons peut-être commencer par présenter un peu le numéro. Ce qui apparaît sur la une, c'est évidemment l'actualité, Russie-Ukraine, l'information, la désinformation, cette nouvelle guerre en Europe. On dit que c'est la première, moi j'ai le souvenir que les bombardements de l'OTAN en Serbie ne sont pas si vieux, hein. C'était il y a une vingtaine d'années. Nous avons un dossier sur les nouveaux puritains contre la gourmandise. Alors, moi, j'aimerais d'ailleurs qu'on parle de ça, puisqu'il y a un wokisme, une volonté d'épuration éthique de la société, mais elle va jusqu'à attaquer nos assiettes, cher François. Oui, exact. La déconstruction affecte tous les domaines de la vie, en particulier le domaine culinaire, pas en particulier, aussi le domaine culinaire. Et le grand paradoxe, c'est qu'au moment où la gastronomie française, le repas gastronomique français est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, eh bien, ce repas gastronomique français fait l'objet d'une déconstruction méthodique au cœur de l'institution, en particulier au Collège de France. Les téléspectateurs de TV Liberté se rappellent peut-être des attaques d'une professeure au Collège de France expliquant que si les hommes sont plus grands que les filles, c'est parce que dans la préhistoire, ils avaient un accès prioritaire aux protéines animales et pas les femmes. Mais je pense aussi à la blanchité culinaire, sur le blanc des œufs, sur la sauce blanche, sur ce genre de foutaise, sur le blanc de poulet. Sauce blanche qui est pourtant utilisée dans le kebab. Hein. Voilà, mais d'origine grecque, initialement.
Donc cette cuisine fait l'objet d'une déconstruction méthodique. Il y a un livre que je recommande aux auditeurs de Michael Fossel, qui est un philosophe brillant, intelligent, de gauche, même très à gauche, et qui a pris la suite de Finkielkraut à Polytechnique, pour l'enseignement de culture générale et de philosophie, et qui a écrit un livre sur le plaisir et la gauche, pour montrer en quoi la gauche est affectée par un néo-puritanisme. Hier, il fallait interdire le plaisir dans la chambre à coucher, aujourd'hui dans la salle à manger, et on déconstruit ce faisant l'identité gauloise qui s'est construite et française depuis la nuit des temps dans les grands banquets gaulois qui sont pas seulement un cliché d'Astérix, qui sont une réalité. La gastronomie dont le cérémonial a été réglé par les rois de France et qui s'inscrit dans le patrimoine français. Et surtout, la gastronomie, c'est un référentiel très fédérateur. C'est-à-dire que toutes les classes sociales peuvent se reconnaître dans une identité alimentaire. Notons d'ailleurs qu'on peut dire que dans une formule que j'invente à l'instant, on est passé de la gauche tête de veau à la gauche steak de soja en quelque sorte. Oui. À l'homme soja, oui. Du reste, et la tête de veau a été récupérée par la droite. Vivant dans la France périphérique, il y a une tradition annuelle de la tête de veau. Et j'apprends toujours, moi, à mes amis villageois, que la tête de veau, c'est la tête de Louis XVI que nous mangeons dans l'assiette. Et ils l'ignorent. Désormais, ça a été récupéré par l'électorat. Une tradition à gauche où qui est perdue. On voulait exprimer la gastronomie contre l'ascétisme chrétien ou catholique. Qui était... Oui, cela étant dit, la cour du roi de France a réglé cet art de la table français et qu'on retrouve dans toute l'échelle sociale. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? J'imagine que le véganisme aussi, ou la pseudo-écologie telle qu'elle est récupérée aujourd'hui par la gauche, qui s'attaque aussi à cette tradition culinaire française. Qui est anti-plaisir. Le véganisme, la viande cellulaire, même on peut le dire, la cuisine moléculaire, étoilée, espagnole, qui est une cuisine de déconstructeurs. Donc c'est l'ensemble de l'art de la table qui est déconstruit. Pour des raisons identitaires, parce que ça relève aux yeux des déconstructeurs, pourtant ils sont blancs, bien sûr, essentiellement blancs, ça relève d'un privilège blanc qu'ils s'acharnent à déconstruire. Donc ça, c'est un dossier qu'on a construit autour de la gourmandise, qui est encore et toujours un péché capital. Sauf que c'est un péché capital de la gauche aujourd'hui. Mais le numéro est très riche. Et justement, puisque vous parlez de la gauche a abandonné Marx pour le remplacer par Judith Butler, ou par cette gauche transgenre, cette gauche trans. Vous interrogez Jérôme Sainte-Marie, c'est la deuxième fois dans Éléments que vous interrogez Sainte-Marie, pour faire un peu le point sur ce qu'a révélé ou ce qu'a confirmé, si je puis dire, les élections présidentielles. C'est-à-dire on a pris date avec Sainte-Marie. Moi, je le connais depuis une dizaine d'années. J'avais travaillé avec lui et Patrick Buisson sur la droite buissonnière. On a fait 3 ou sinon 4 entretiens avec Sainte-Marie. C'est un habitué de nos colonnes. C'est un habitué de nos colonnes. Il a donné beaucoup d'entretiens en post-second tour à tout le monde, en fait, parce que sa grille de lecture s'applique parfaitement à la présidentielle. C'est sa grille qui l'éclaire, qui structure cette présidentielle. Donc nous, c'est pas un entretien de plus, on est resté 3 heures avec lui. Donc je pense que c'est l'entretien le plus riche qu'il nous donne. Et l'éclairage de Sainte-Marie, c'est qu'il réintroduit un référentiel de classe, un référentiel marxiste, qu'on ne veut plus voir au nom de la moyennisation de la société, au nom d'un resserrement des richesses. Alors en fait, elles sont en train d'éclater. Il y a un décrochage des classes moyennes, il y a un déclassement des catégories populaires. Donc sans la grille d'analyse de Jérôme Sainte-Marie, dont Marine Le Pen s'est emparée, dont Jordan Bardella s'est emparé, c'est l'analyse du bloc populaire contre le bloc élitaire, qui est beaucoup plus riche, je trouve, que les analyses de Laurent Bouvet sur l'insécurité culturelle, que celle de Christophe Guilluy, qui est axiologiquement neutre sur la France périphérique, ou celle de Goudart sur qui est un peu identitaire. Mais peut-être que je me tourne justement, puisque Rodolphe Carr, vous avez consacré un article sur le site d'Éléments au titre qu'il faudra expliquer, parce que nos téléspectateurs... Vous avez écrit donc « Le péril de la tenaille Terra Nova ». Alors, il faudrait rappeler peut-être ce qu'est Terra Nova, et vous consacrez essentiellement, quand vous entendez par le péril de la Terra Nova, à la fois ce qui a révélé le succès quand même de Mélenchon au premier tour de ces élections, qui a créé une sorte de bloc, d'alliance inédite, mais je vais vous laisser parler, entre, d'un côté... le bobo de centre-ville de gauche et l'électorat du grand remplacement, en quelque sorte. Pour bien comprendre le concept Terra Nova, il faut revenir en 2008. En 2008, Obama gagne les élections américaines et la gauche française se dit c'est formidable, les démocrates arrivent à revenir au pouvoir après les années Bush et les années républicaines. Donc aujourd'hui, il faut réadapter notre logiciel pour enfin gagner à nouveau des élections. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une note de 2011 qui sort donc de Terra Nova. Et donc je renvoie à nos téléspectateurs à une émission justement d'Alain Finkielkraut de Réplique, qui à l'époque oppose le président de Terra Nova, Olivier Ferrand, à Jean-François Kahn. Ce qui est assez drôle, c'est que Jean-François Kahn, qui est reconnu comme un social traître aujourd'hui, trouve encore
encore plus social traître que lui. Enfin, il se fait doubler. Alors, il y a les intonations de voix de Jean-François Kahn qui sont assez reconnaissables, qui sont très drôles. Donc, je renvoie nos téléspectateurs pour le côté historique. Mais donc, la chose sur laquelle se base cette note Terra Nova en 2011, c'est que le peuple, aujourd'hui, la gauche, doit abandonner son ancien logiciel en s'appuyant sur le peuple historique de gauche qui était composé des salariés et des ouvriers. Dit aujourd'hui, ces gens-là sont passés chez Marine Le Pen, ils voteront plus jamais pour nous. Passons à autre chose, c'est plus eux qui nous feront gagner des élections. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette note Terra Nova, il propose donc de passer à une espèce d'association entre les minorités. Alors il y a les femmes, les homosexuels bien évidemment, les minorités ethniques et culturelles, et il faut les allier entre guillemets aux populations urbaines et diplômées. Et c'est exactement le vote qu'on a retrouvé au second tour, cette alliance entre les populations de centre-ville urbaines bourgeoises et l'association avec le lumpet prolétariat ethnico-culturel qu'on peut retrouver dans les banlieues. Est-ce que vous ne pensez pas, et ça je m'adresse à tous nos participants, à tous nos invités, est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme ça ne peut qu'exploser, parce que on ne peut pas dire que les minorités ethniques ou les minorités du grand remplacement, il faut les appeler comme ça, soient très favorables ni aux femmes ni aux homosexuels, ni aux catégories de centre-ville. Pour moi, c'est un pari faustien. Évidemment qu'avec les avancées démographiques des populations extra-européennes sur notre sol, évidemment que ces gens seront de plus en plus en situation de dominance par rapport comme vous le dites, à cette proportion de personnes de gauche plutôt. Mais par contre, je pense que le véritable prophète de notre temps sur cette question, ça a été Michel Houellebecq dans son livre Soumission. Pour moi, le livre Soumission, ça sera l'équivalent dans les années à venir du livre de 1984 de George Orwell et même du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Tout le monde professe une guerre civile annoncée, une espèce d'apocalypse. Là où je trouve que Michel Houellebecq était très intéressant, c'est qu'il a pensé cette bascule, mais de manière douce, sans forcément d'affrontement comme par exemple Laurent Berton le laisse avancer dans ses livres guérilla. La chose à mon avis très pertinente dans l'analyse de Houellebecq, c'est que cette bourgeoisie qui aujourd'hui est alliée et qui demain pourrait se rendre compte que son allié de circonstance, donc ce pôle islamique, pourrait entre guillemets devenir trop puissant et ne plus faire le pendant avec, c'est qu'il y ait un ralliement de cette bourgeoisie derrière justement le mouvement et la dynamique islamiste. Il n'y aurait pas forcément d'opposition ou de choc frontal. Mais oui, en fait, un renversement du rapport de force. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, l'électorat arabo-musulman vote pour Mélenchon. Dans le roman de Houellebecq, c'est quasiment l'inverse. Ah oui, oui. Bérou finit par. Ce qui s'est allié avec l'islamisme, oui, les musulmans, l'islamisme politique, ça tourne toujours très mal pour elle. J'ai rappelé récemment à un ami que le parti communiste iranien, alors les situations sont différentes en Europe, il s'allie avec Khomeini. 2 ans après, il y a 5000 personnes qui sont exécutées. C'est les articles de Michel Foucault sur la situation. En fait, et c'est intéressant parce qu'il se rend compte justement de la prise et de l'importance du fait culturel et ethnique qu'il avait un peu passé, sur lequel il était un peu passé dans ses analyses précédentes. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la note de Terra Nova, en fait, on pensait qu'elle allait aider idéologiquement le Parti socialiste. En fait, elle aide Mélenchon. Mélenchon, elle a tué le PS et Mélenchon l'a compris. C'est-à-dire qu'il avait 2 solutions. Il avait essayé une campagne de populiste de gauche et en fait, il a suivi à la lettre la note de Terra Nova. Il se retrouve, je veux dire, avec les bobos aujourd'hui. C'est très intéressant de s'apercevoir que les centres-villes ont voté Mélenchon. C'est-à-dire à Paris, vous avez des quartiers entiers qui ont voté Mélenchon au premier tour et pas Macron, contrairement. Et derrière, il a les quartiers. Le seul qui se bat encore un tout petit peu pour récupérer quelques ouvriers, c'est Ruffin. Mais Ruffin, il est très isolé dans le parti. Et je pense que il est possible, vu ce qu'a fait Mélenchon, et Mélenchon là pour le 3e tour a vraiment fait une campagne excellente. Je pense que il est capable, lui. Je ne suis pas sûr que derrière il y ait quelqu'un, mais il est capable, s'il se remettait à une élection présidentielle, qu'une partie des macronistes votent pour lui.
Et une partie de la bourgeoisie. Voilà, mais tout ça, c'est dans 5 ans. C'est dans 5 ans. Pour vous répondre, ça reste néanmoins l'alliance de la carpe et du lapin. Elle est très volatile, elle relève d'une opportunité électorale. Une fois que ce moment, cet instant électoral sera passé, on l'oubliera. Ce que nous dit Sainte-Marie, qui connaît assez bien Mélenchon, puisqu'il vient de cet univers-là. Idéologiquement, c'est son univers, son référentiel, c'est plutôt un référentiel trotskiste. Donc il est familier. C'est que Mélenchon le sollicite début 2018 pour tester sur lui cette nouvelle ligne, qui est une ligne en fait qui prend à rebrousse-poil sa ligne, ni droite ni gauche, populiste, avec des critiques contre l'immigration. 2017, donc ça a beaucoup changé. Mais en fait, il ne sait pas que ça va produire un tel succès. Et ce que nous dit Sainte-Marie, c'est que c'est comme Christophe Colomb. En fait, il découvre l'Amérique, il découvre 21%, c'est son score à la présidentielle, sans le savoir. Il cherche autre chose. Il réussit quasiment inconsciemment cette espèce d'alchimie Terra Nova. Mais c'est pas délibéré de sa part. C'est là qu'on juge d'ailleurs de la qualité humaine de Mélenchon, qui mène une stratégie politique contre ses convictions sans doute profondes. Mais c'est un trotskiste. Un trotskiste passe son temps, si vous les connaissez bien, un trotskiste passe son temps à théoriser son opportunisme. Même quand il rallie le PS, même quand il rallie l'électorat arabo-musulman. Il reste trotskiste. Son logiciel est vraiment trotskiste. Donc... Mais vous verrez, dans le Sainte-Marie est vraiment très riche. Chers amis, il faut passer aussi à un nouveau sujet qui nous occupe tous évidemment, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire. On n'aura pas le temps évidemment de tout nous dire, mais j'aimerais parler quand même du dossier sur la Russie et l'Ukraine, sur cette guerre qui en tant qu'Européens nous concerne et parfois nous émeut. Et je pense en plus que, tu vas peut-être en parler Patrick, c'est qu'on a réussi peut-être à trouver une juste mesure entre d'un côté le ralliement à la propagande américano-centrée, et puis peut-être un enthousiasme poutinolâtre. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Ça a été le souhait de ce dossier, mais je pense que qu'une grande partie de nos amis ne vont pas croire qu'on a été, à l'équilibre. Ce n'est pas un dossier pro-russe, ce n'est pas bien sûr un dossier pro-ukrainien, mais c'est un dossier anti-américain. Voilà. Primaire, secondaire, tertiaire, mais le but est là. Et en fait, on se retrouve dans une situation. Moi, j'ai l'impression que la Russie se retrouve dans la situation des Japonais qui attaquent Pearl Harbor. C'est-à-dire qu'ils vont à la guerre, ils sont pas du tout sûrs de la gagner, mais ils n'ont pas le choix. Et je pense que les Américains, là, on essaye, que ça soit dans l'excellent édito de Benoît, qui fait 2 pages exceptionnelles. Quand une idée, il faut la développer, il sait le faire, et en 2 pages, je pense qu'il a quasiment tout résumé, mais heureusement, il n'y a pas que lui, il y a Hervé Juvin, il y a un excellent entretien de Douguine. Il fallait lui donner quand même la parole à ce brave Douguine. Premièrement, parce qu'on a toujours, même si on n'a pas toujours été d'accord avec lui, il a toujours eu une ouverture dans les pages d'éléments, et que il donne cet état des... Sachant que Douguine est à moitié ukrainien. Par ses origines, ce qui prouve quand même que c'est quelque chose. D'Ukrainiens sont à moitié russes. Beaucoup d'Ukrainiens sont à moitié russes. Je pense qu'il donne l'avis d'une grande partie du peuple russe. Et je pense que sur cette affaire, mais ça sera peut-être un dossier à faire d'ici quelques mois, c'est de montrer qu'en fait, on dit que les Russes sont maintenant isolés du reste du monde, mais en fait, ils sont isolés du monde occidental et simplement du monde occidental. Et d'ici quelques mois, on verra si les Américains sont arrivés à gagner cette guerre d'isolation, et je ne suis pas sûr qu'ils la gagnent. Ça, on le voit, que ce soit, si on tourne le regard vers l'Asie ou vers l'Afrique, c'est là qu'on s'aperçoit quand certains, comme ce pauvre Brice Couturier, dit la communauté internationale est contre la Russie, enfin la communauté internationale, il parle que de l'Occident. Et peut-être dans le cas de Brice Couturier, pense-t-il que la communauté internationale, c'est le 7e arrondissement plus le 6e, on ne sait pas trop. En l'occurrence, c'est l'OCDE, donc c'est un peu plus large, mais ça reste en moins l'OCDE, c'est l'Occident. L'édito de Benoît, c'est l'Europe contre l'Occident ou l'Occident contre l'Europe, puisque le grand perdant de cette guerre, c'est l'Europe. Je reviens sur Douguine. Douguine, on le suit depuis 15-20 ans, il est très proche de Benoît, il a créé l'équivalent d'éléments depuis 30 ans. Il a créé en Russie l'équivalent d'éléments en Russie, Elementi. On l'a présenté un petit peu comme de Rasputin de Poutine, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Mais chaque personnage a besoin d'avoir sa mythologie, c'est sa propre mythologie. Il a eu le nez très creux puisqu'il nous disait il y a 10 ans que la Russie ne pouvait pas, après Maïdan, après les accords de Minsk, la Russie ne pouvait pas ne pas attaquer
l'Ukraine. Partant du principe, c'est ce que dit de Benoît, c'est que les Américains sont fantastiques. C'est-à-dire que ce qu'ils font, ils l'interdisent aux autres. L'Amérique se définit par la doctrine Monroe, c'est-à-dire qu'on a sanctuarisé les deux Amériques. C'est le jardin, le terrain de jeu de l'Amérique. Si nous, Européens, allons les chatouiller, on est dégagés immédiatement. Pourquoi il n'y a pas d'équivalence de la doctrine Monroe? La doctrine Monroe, en Russie, les Américains l'appellent l'endiguement depuis 70 ans. Et on revient à un rideau de fer. C'est l'hésitation sur la coupe. C'était guerre mondiale, je ne crois pas, même si c'est peut-être une guerre mondiale de basse intensité avec des phénomènes de co-belligérance, mais de basse intensité. Comme sous la guerre froide. C'est une nouvelle guerre froide. Avec notons-le aussi. Et il y a un dernier élément, dernier élément dans le dossier, c'est qu'on a un spécialiste, Laurent Chang. Oui, alors ça c'est important, on peut le suivre d'ailleurs sur notre site. Sur notre site, au jour le jour, voilà. Il fait un état des lieux militaire, du rapport de force militaire entre la Russie et l'Ukraine. On parle d'Ukraine, mais en fait c'est l'Ukraine et la Grande-Bretagne, l'Ukraine et l'Amérique, l'Ukraine et la France, l'Ukraine et l'Europe, l'Ukraine et le CDE, contre la Russie et le reste du monde. Et c'est un rapport de force très équilibré, neutre, objectif, où c'est une guerre au long cours qui est en train de se dessiner, selon ce que nous dit Chang, mais avec à la fin une mainmise de la Russie sur le Donbass, qui n'est que justice, puisque le Donbass, rappelons-le, si les Russes interviennent au Donbass, c'est que les Ukrainiens piétinent les accords de Minsk. Il y avait une autonomie qui avait été décrétée pour le Donbass. Je vous arrête, excuse-moi, je t'arrête, parce que pour parler de ce sujet si complexe, d'abord j'invite nos téléspectateurs à lire notre dossier dans le dernier numéro d'Éléments. J'ai pu constater que Volodymyr Zelensky n'est pas intervenu. Parce que je m'attendais maintenant, comme il est partout, moi je l'appelle Monsieur Je suis partout d'ailleurs, Zelensky, pas du tout en référence d'ailleurs à la revue des années 30. C'est pour ça qu'on l'a pas interrogé. Il est prêt à tout, Quoique certains d'ailleurs de ses amis auraient pu être des lecteurs de Je suis partout. Enfin bon, peu importe. Je me tourne vers Christophe-André Maxime, Christophe Lafosse, Christophe-André Maxime. Je me souviens jamais de votre nom. Aristide. Alors, justement. Passer à un sujet plus léger que Arnolphe, c'est du Molière. Jules Romain. Si on vous dit Jules Romain, on pense à Knock. Oui, alors je voudrais passer peut-être d'une guerre à une autre, d'une guerre peut-être de plus haute intensité, parce que j'ai voulu faire peut-être un petit rappel bilan et un clin d'œil sur l'épisode très récent d'une guerre aussi déclarée, en tout cas par Macron, de cette période tragicomique du Covid. Et j'ai voulu utiliser la figure du docteur Knock, qui a été créé par Jules Romain, et pour peut-être d'une manière un petit clin d'œil pour m'en prendre au système de contrôle général et peut-être à la mainmise de certains médecins. Voilà. Donc le docteur Knock, c'est une pièce satirique qui a eu beaucoup de succès dans les années 20 du grand Jules Romain. Jules Romain, c'est l'auteur de. On dit qu'on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments. Eh bien, pourtant, Jules Romain a fait Les Hommes de bonne volonté, qui était une grande fresque romanesque, qui est pourtant très humaniste. Donc cette figure de Jules Romain est vraiment pas unanimiste, effectivement. Il a développé toute une théorie de description de la société. Voilà, c'est une grande fresque, peut-être légèrement vieillie. Donc revenons à Knock. Knock, c'est l'histoire d'une forfaiture comique assez effrayante qui résonne assez fortement dans notre époque. Son personnage est molièresque. D'ailleurs, on peut se demander quoi de neuf. On répond généralement Molière. Comment cet article comme ça? Quoi de neuf, Jules Romain? Quoi de neuf, Jules Romain et aussi ses hommes de bonne volonté. C'était l'occasion de faire une espèce de pied de nez un peu ironique, sans rentrer dans trop de lourdeur du complot et autres, pour montrer aussi que nous étions et nous sommes dans une société qui est malade, qui ne sait pas très bien où elle en est, avec une société vieillissante qui a peur, qui a terriblement peur, qui ne sait pas très bien renouer avec l'aléa tragique, avec l'aléa historique, qui est embarrassée de ces virus, de ces vaccins, de son quadrillage ou quadrillage policier. Et puis c'était l'occasion aussi peut-être de se rappeler, de reciter des grands auteurs. Notamment Ivan Illich, alors effectivement, dans Némésis médicale. On peut parler d'Hans Junger qui nous parle aussi des éventuels dangers d'affaiblissement dans le traité du rebelle, des vaccins et autres. Et puis effectivement, Ivan Illich a écrit un livre assez complexe qui s'appelle, je crois, Némésis médicale dans les années 80, 70, pardon. dans les années 70-80, où c'est une critique aussi de la médicalisation, rationalisation et bureaucratisation de la médecine. C'est des textes assez complexes, qui nous rappellent que il faut se prémunir avant tout des systèmes de pensée viciés et que la santé est un processus complexe qui doit nous appartenir. Voilà. Cher François, merci Christophe. À retrouver donc dans le numéro d'Éléments. La vie s'est substituée au destin, disait, je crois, Junger, d'ailleurs à propos de nos sociétés. L'obsession de la vie, de la survie, s'est substituée au destin et à la projection. C'est le bouquin d'Olivier Rey. Et c'est le bouquin d'Olivier Rey, évidemment.
Qui est un disciple d'Illich. Disciple d'Illich. Cher ami, cher François, pardon, chers amis aussi, on va parler dans les 3 minutes 52 qui nous restent de Werner Sombart, le grand Werner Sombart. On connaît tous son livre Le Bourgeois. Werner Sombart, pour le présenter rapidement, sociologue, qui était un petit peu l'alter ego, en quelque sorte, de comment s'appelle-t-il, de Weber, et qui est un auteur très important, enfin réédité, enfin retraduit par notre ami Guillaume Travers, aux éditions, évidemment, Crisis, j'allais dire aux éditions de la Nouvelle Librairie, parce que vous aviez publié aussi un Werner Sombart, et le titre du livre, Amour, luxe et capitalisme, le gaspillage comme origine du capitalisme, pardon. C'est intéressant, puisqu'on présente en général le capitalisme dans la vision weberienne comme idéologie d'une ascèse, et pas du tout une idéologie de la dépense. Ils ont deux grilles de lecture à la fois voisines, Weber et Sombart, du capitalisme, et des origines, de la genèse du capitalisme. Tous les deux en font une lecture religieuse. À la différence d'Adam Smith, à la différence de Bernard Mandeville. L'un fait une lecture morale, l'autre immorale, etc. Eux s'en tiennent à une lecture vétérotestamentaire. Chez Weber, c'est les sectes calvinistes, c'est la dynamique américaine des sectes calvinistes. On va épargner. Le salut est distribué de manière absolument arbitraire par Dieu. Donc, mais cela étant dit, la richesse peut-être est la preuve de ce salut. C'est la thèse de Max Weber sur l'origine protestante du capitalisme, l'éthique protestante du capitalisme. Et Sombart, lui, c'est les Juifs et le capitalisme. Mais tout ça, en fait, c'est des rameaux comme ce livre-là, qui est un chef-d'œuvre, qui est un ovni dans la pensée. Vraiment, c'est un ovni dans la pensée de Sombart, parce que Sombart fait une lecture assez large, comme Weber, peut-être plus large que Weber, de la naissance du capitalisme, lui également, comme Braudel. Braudel s'inspira de Sombart d'ailleurs, montre que le capitalisme naît quand même au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, avec les grandes villes marchandes, flamandes, italiennes, etc., qui vont imposer cette figure du bourgeois. Mais dans ce livre-là, qui est un des rameaux de son chef-d'œuvre, le capitalisme moderne, qui n'a jamais été traduit intégralement, ça c'est un livre totalement inédit, qui n'a jamais été traduit. Il y avait un extrait publié par Guillaume Travers à la Nouvelle Librairie sous forme de brochure, mais jamais ce texte n'avait été traduit. Et quand je dis que c'est un ovni, c'est que Sombart s'aventure à former une hypothèse inédite sur la naissance du capitalisme. Il associe la naissance du capitalisme au développement du luxe à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, dans les cours des villes italiennes, dans les cours papales, à Avignon, à Rome. Ce qui distingue, dit-il, ce luxe-là du luxe ancien, du luxe oriental, du luxe de Hérode, du luxe de Sardanapale, c'est que ce luxe va ruisseler à travers la société, va d'abord toucher les grandes cours, le pape, les rois, les princes, les cours italiennes et les cours françaises, et puis ruisseler à travers la noblesse, puis la haute bourgeoisie, puis la moyenne bourgeoisie, et va susciter et générer une industrie. C'est qu'on va passer d'un artisanat de luxe à une industrie du luxe. C'est un livre qui est très très proche d'un chef-d'œuvre absolu que je recommande à tous les téléspectateurs de TV Liberté, qui est La théorie de la classe de loisirs. Préfacé, cher François. Ouais, de Thorsten Veblen, préfacé par Aron. Moi, j'avais préfacé un autre texte de Thorsten Veblen, et sur la classe de loisirs, et c'est ce qui distingue Sombart, mais c'est vraiment un livre génial, il faut le lire. C'est évidemment que il sait bien que la naissance du capitalisme, Sombart n'est pas monocausale, et dans ce livre elle est monocausale, c'est le luxe et la figure de la courtisane, parce que j'oubliais la figure de la courtisane. On est à cheval entre Veblen et le capitalisme de la séduction. Vraiment à lire, ce livre est vraiment pour moi génial, et remercions Guillaume Travers qui a publié non seulement cette traduction, un Qui suis-je, Sombart chez Bardès, et un Nouvelle École très très riche, où il y a des textes de Sombart sur l'économie n'est pas un destin, mais un état d'esprit, et on peut avoir une lecture spirituelle de l'économie, même si elle n'est pas un destin. Enfin bref, on redécouvre Sombart, qui est un des grands auteurs de la Révolution conservatrice. Donc, jetez-vous sur ce bouquin-là. Cher François, merci. Chers amis, merci beaucoup. Je vous retrouve dans 2 mois pour présentation du nouveau numéro d'Éléments. Au revoir. Merci à vous.